Pourquoi tant de puissances veulent-elles la chute d'Ibrahim Traoré? En moins de 2 années, le capitaine Traoré a survécu à plus d'une quinzaine de tentatives d'assassinat. Aucun chef d'État africain n'a, dans l'histoire récente, affronté un tel déchaînement de violence, même dans une région aussi tourmentée que le Sahel. Pour saisir l'ampleur du phénomène, il faut comparer la situation du Burkina Faso à celle d'autres nations de la ceinture sahélienne. Au Mali, par exemple, le colonel Assimi Goïta, pourtant auteur de plusieurs coups d'État, n'a pas essuyé autant de tentatives d'élimination. Au Niger, malgré la récente instabilité, le niveau de danger personnel n'a jamais atteint ce paroxysme. Cela montre que le cas Traoré est unique. Mais pourquoi autant d'acharnement? Qui sont ces forces qui, dans l'ombre, s'activent pour précipiter sa chute? Bien sûr, les groupes armés et terroristes représentent une menace constante, mais la réalité, c'est bien plus complexe. Paris, Washington, des réseaux d'influence étrangers, des services de renseignement bien rodés et même certains présidents de pays voisins œuvrent discrètement pour affaiblir son pouvoir. À l'intérieur du Burkina Faso, la liste des adversaires ne cesse de s'allonger. Opposants politiques, officiers frustrés, oligarques menacés de perdre leurs privilèges, mais aussi des réseaux économiques corrompus qui voient dans la nouvelle donne un péril pour leurs intérêts. Le péché de Traoré, c'est d'avoir refusé la soumission, d'avoir osé placer le peuple burkinabé et l'intérêt national au-dessus des ordres venus d'ailleurs. Ce choix, rare dans une région où la dépendance politique et économique est la norme, a bouleversé l'ordre établi. Jamais depuis la chute de Thomas Sankara il y a plus de 35 ans, un chef n'avait, avec autant de détermination, voulu replacer le Burkina Faso sur la carte des nations souveraines. Cette rupture fait trembler les puissances étrangères, inquiètes de perdre leur influence, mais elle bouscule aussi les équilibres internes, ouvrant la voie à la trahison et à la manipulation, parfois jusque dans le cercle le plus intime du pouvoir. À chaque instant, la menace peut surgir de partout. Un proche conseiller, un officier de confiance, un partenaire étranger, voire un allié de la veille. Ce climat de suspicion et de tension permanente rappelle les heures sombres de la guerre froide, quand les dirigeants africains nationalistes comme Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah ou Modibo Keïta faisaient en face à des complots ourdis depuis l'intérieur et l'extérieur. Mais si Traoré venait à tomber, ce n'est pas seulement un homme qui disparaîtrait, c'est tout un projet de renaissance africaine qui s'effondrerait. L'espoir d'une indépendance réelle, la voix d'un peuple libre, risquerait d'être étouffée, replongeant le Burkina Faso et la région dans l'instabilité et la dépendance. Alors pourquoi Ibrahim Traoré est-il devenu la cible numéro 1 du continent? Que révèle cette guerre pour l'avenir du Burkina Faso et plus largement de l'Afrique? Pour comprendre l'intensité de cette hostilité, il faut revenir au moment où tout a basculé. Comment un jeune capitaine de l'armée est-il devenu l'homme le plus redouté par les puissants? Revenons à septembre 2022. Le Burkina Faso est alors un pays assiégé, frappé quotidiennement par des attaques terroristes, rongé par la corruption et la défiance envers l'État. La population, fatiguée des promesses non tenues, aspire à un changement radical. C'est dans ce contexte que Traoré, à la surprise générale, prend la tête du pays après une succession de coups d'État. Il hérite d'un pouvoir miné où chaque décision peut provoquer un séisme. Pourtant, en quelques semaines, il survit à plusieurs tentatives de putsch, révélant une capacité de résistance et d'adaptation exceptionnelle. Aucun autre chef du Sahel n'a dû affronter autant de chocs et de trahisons en si peu de temps. Ce qui distingue Traoré, ce n'est pas seulement sa jeunesse ou son parcours militaire, mais l'ampleur de l'hostilité qu'il suscite. Ses adversaires ne se limitent même pas aux groupes armés, il doit faire face à un véritable faisceau d'intérêts étrangers et d'élites locales, tous déterminés à maintenir leur emprise sur le pays. Jamais un président burkinabé n'a été autant ciblé par les campagnes de dénigrement, les menaces de sanctions ou les tentatives d'isolement diplomatique. Cette pression ne relève pas du hasard. Traoré incarne une rupture brutale avec l'ordre ancien, et cela dérange tout autant à Paris qu'à Washington ou à Abidjan. Sa vision s'étend bien au-delà du Burkina Faso. Lors du sommet Russie-Afrique de 2023, son discours enflammé a surpris le monde entier. Il a prononcé des mots forts, dénonçant la logique néocoloniale, appelant à l'unité panafricaine et à la construction d'une autonomie économique réelle. Ce discours a fait l'effet d'un électrochoc. En quelques instants, il a réveillé l'espoir de millions de jeunes et de panafricanistes, semant les germes d'un renouveau dans une région marquée par la résignation. Les réseaux sociaux africains se sont enflammés, relayant ces paroles jusque dans les banlieues de Dakar, de Bamako ou de Cotonou. Traoré n'est plus seulement un chef militaire. Il est devenu le symbole d'un mouvement panafricain qui prône l'unité, la dignité et l'autodétermination. Cette posture,
qui rappelle celle de leaders comme Julius Nyerere en Tanzanie ou Amilcar Cabral en Guinée-Bissau, attire sur lui la fureur d'ennemis puissants, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ignorer la complexité de ce combat, c'est risquer de condamner le Burkina Faso, voire toute la région, à de nouvelles décennies de dépendance et d'instabilité. Car derrière les discours, une guerre invisible s'intensifie chaque jour. Mais qui compose réellement ce front d'opposants ? Quels réseaux, intérêts et forces agissent dans l'ombre contre Traoré ? Pour comprendre la profondeur de cette guerre secrète, il faut remonter aux racines du chaos actuel. Certains analystes évoquent la politique de la France-Afrique, ces liens opaques entre les anciennes métropoles et leurs ex-colonies qui restent vivaces à travers les réseaux économiques, diplomatiques et militaires. D'autres pointent du doigt la rivalité géopolitique entre grandes puissances, chacune voulant garder un pied dans cette région stratégique. Au cœur du pouvoir à Ouagadougou, la menace la plus insidieuse n'est pas toujours étrangère. Des officiers burkinabés, parfois issus même de la garde présidentielle, ont tenté de poignarder Traoré dans le dos. Parmi eux, certains avaient infiltré jusqu'aux cercles les plus restreints de sa sécurité. Un cas emblématique, un colonel, ancien proche de la présidence, a été arrêté alors qu'il planifiait un attentat coordonné avec des éléments étrangers. Ce type de trahison rappelle l'assassinat de Thomas Sankara, tombé sous les balles de ses propres frères d'armes en 1987. La trahison ne s'arrête pas aux frontières. Après plusieurs tentatives de putsch, des officiers félons ont fui vers des pays voisins, notamment la Côte d'Ivoire, régulièrement soupçonnés de complicité avec la France. Là-bas, les traîtres ne sont pas poursuivis. Ils deviennent des pions dans une lutte régionale, où chaque camp cherche à étendre son influence. Ce phénomène rappelle la fuite de Mobutu Sese Seko au Zaïre ou celle des putschistes maliens réfugiés au Sénégal dans les années 70. Face à ces dangers, Traoré a opté pour une refondation totale de l'appareil sécuritaire. La garde présidentielle a été dissoute, puis reconstruite pierre par pierre. Chaque soldat a été passé au crible. Passé, famille, idées, réseau à l'étranger, tout a été examiné sans pitié. Seuls les plus loyaux, dont l'engagement ne faisait aucun doute, ont été maintenus. Ce processus rappelle la purge opérée par Jerry Rawlings au Ghana dans les années 80, lorsqu'il avait reconstruit l'armée pour éviter l'effondrement de l'État. Mais la fidélité des hommes ne suffit pas. Traoré a transformé la circulation de l'information en forteresse. Toute communication officielle est désormais cryptée, contrôlée, analysée. Les failles sont traquées, les tentatives de fuite détectées avant même qu'elles ne prennent forme. Cette stratégie s'inspire des méthodes de contre-espionnage utilisées pendant la guerre froide, où chaque maillon du commandement était surveillé. Pour neutraliser l'infiltration, le contre-espionnage a été redéployé, cette fois vers l'intérieur. Ce service surveille, vérifie les chaînes de loyauté et protège chaque échelon du commandement. Même les officiers, les plus haut placés, ne sont pas à l'abri des contrôles. La vigilance est devenue la règle, pas l'exception. Un exemple parlant, en décembre 2023, 2 officiers supérieurs ont été arrêtés alors qu'ils transmettaient des informations sensibles à une puissance étrangère. La riposte de Traoré dépasse le cadre militaire. Conscient que la stabilité dépend aussi des citoyens, il a institutionnalisé la milice des volontaires pour la défense de la patrie, VDP. Cette force civile, armée d'une légitimité populaire, est un rempart contre toute tentative de manipulation ou d'insurrection. Les VDP rappellent les comités de défense de la révolution de Sankara, ou encore les unités d'autodéfense créées par Nelson Mandela à l'apartheid. Pour aller plus loin, des dispositifs biométriques ont été déployés. Désormais, on sait c'est possible de suivre les déplacements, les fréquentations, les comportements suspects des individus jugés à risque. L'objectif, détecter la menace avant qu'elle n'éclose. La technologie devient une sentinelle vigilante, toujours en éveil. Ce modèle s'inspire des systèmes de surveillance utilisés en Israël ou à Singapour pour anticiper les actes terroristes. Chaque erreur dans ce système ouvrirait la voie au chaos. Perdre le contrôle, ce serait risquer la déstabilisation du Burkina Faso, trahir le projet de souveraineté et laisser s'effondrer un modèle d'émancipation africaine. Traoré le sait. L'échec serait fatal, pas seulement pour lui, mais pour tout un continent en quête de renaissance. Ce scénario a déjà été vu ailleurs. La chute de Lumumba au Congo, suivie de décennies de guerre civile, reste un avertissement pour tous les leaders africains. Mais derrière cette forteresse sécuritaire, d'autres dangers se profilent. Car la guerre pour la souveraineté ne se joue pas seulement dans les casernes, mais aussi sur le terrain économique et médiatique. Les anciennes puissances coloniales, comme la France, conservent des leviers économiques puissants.
contrôle des matières premières, influence sur le franc CFA, réseau bancaire et présence de sociétés multinationales. À chaque tentative de nationalisation ou de diversification des partenaires, les pressions s'intensifient, baisse d'investissement, menaces de sanctions, campagnes de dénigrement dans la presse internationale. Côté médiatique, la guerre de l'information fait rage. Les puissances occidentales orchestrent une guerre psychologique et médiatique d'une ampleur inédite. À la télévision, dans la presse écrite, sur les réseaux sociaux, une désinformation méthodique vise à affaiblir le gouvernement. Les décisions de Traoré, souvent dictées par la nécessité, sont systématiquement présentées comme des dérives autoritaires. Ce phénomène n'est pas nouveau. Déjà en 2011, la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara avait été la cible d'une intense campagne de désinformation lors de la crise post-électorale. À l'intérieur du pays, la tension monte d'un cran. Des opposants locaux, souvent financés de l'étranger, s'allient à des forces extérieures pour diviser la société. Peur, rumeurs, doutes, la cohésion nationale est attaquée de toutes parts. Le moindre incident est amplifié, la moindre maladresse exploitée. Ce climat rappelle les méthodes de déstabilisation employées en Libye avant la chute de Kadhafi en 2011, où les divisions internes avaient été instrumentalisées pour justifier une intervention extérieure. Mais la population burkinabé fait preuve d'une lucidité remarquable. Elle a compris que l'enjeu dépasse de loin le sort d'un seul homme. Des millions de citoyens soutiennent les mesures audacieuses de Traoré, conscients que c'est là l'unique chemin vers une liberté véritable et la reconnaissance sur la scène internationale. Des manifestations de soutien, parfois spontanées, ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes à Ouagadougou, Bobo Dioulasso ou Dori, brandissant des pancartes « Souveraineté ou rien ». Pourtant, la révolution demeure fragile, exposée au vent contraire. Sa survie repose désormais sur la capacité de chacun à rester uni, discipliné et attentif aux manipulations. L'histoire africaine regorge de mouvements fauchés, de rêves anéantis par la trahison ou la force brute. Le souvenir de la disparition tragique de Thomas Sankara, il y a plus de 35 années, plane comme une menace tangible. Partout sur le continent, de Kinshasa à Harare, la mémoire de leaders assassinés ou exilés sert d'avertissement à ceux qui rêvent d'un réveil africain. Si la révolution venait à échouer, les conséquences seraient vertigineuses. Le Burkina Faso risquerait de retomber dans la pauvreté, la corruption systémique et la dépendance aux intérêts étrangers pour plusieurs générations. Ce serait un retour en arrière brutal, non seulement pour le pays, mais pour toute une jeunesse africaine qui croyait en un avenir différent. Les exemples du Zimbabwe après la chute de Mugabe ou de l'Égypte après la révolution de 2011 illustrent les risques de l'échec. Comment éviter cet effondrement? Par quels moyens transformer l'élan populaire en une force durable, capable de résister aux pressions internes et externes? Le chemin reste semé d'embûches, mais il existe des stratégies concrètes pour renforcer la résilience du projet burkinabé. Avant de conclure, explorons ensemble les leviers essentiels qui permettront de préserver l'espoir africain face aux menaces de demain. D'abord, la vigilance face aux fausses nouvelles, en particulier sur les réseaux sociaux. La diaspora burkinabé, forte de centaines de milliers d'individus, a un rôle crucial à jouer. Elle doit s'informer, vérifier, dénoncer, partager la vérité et soutenir activement les voix indépendantes qui combattent la manipulation. Par exemple, en créant des réseaux de fact-checking, en organisant des webinaires d'éducation aux médias ou en partageant des témoignages du terrain pour contrer les rumeurs. Ensuite, le soutien aux institutions citoyennes, comme les volontaires pour la défense de la patrie, est déterminant. Leur engagement rappelle que la souveraineté se construit collectivement et que la sécurité du pays ne doit jamais dépendre d'intérêts extérieurs. Un appui logistique, financier ou simplement moral à ces structures permet de renforcer la résilience nationale. Dans de nombreux villages, les VDP forment des comités locaux d'alerte, préviennent les infiltrations et organisent la formation des jeunes à la citoyenneté responsable. Le capitaine Traoré incarne une sobriété rare, un engagement continu et une présence sur le terrain. Son refus de la richesse ostentatoire, son choix de vivre simplement et de privilégier l'action à la parole inspirent une nouvelle génération de leaders africains. Cela rappelle l'exemple de Julius Nyerere qui avait renoncé à sa paix de président pour vivre comme un citoyen ordinaire. Cette intégrité est la base de la confiance populaire. Rejeter les récits importés, c'est aussi militer pour une presse africaine réellement indépendante. Se réapproprier l'information, raconter nos propres histoires, voilà la base de la liberté intellectuelle et culturelle. Sans autonomie médiatique, toute victoire politique demeure fragile, menacée d'être annulée.
Soutenir les médias locaux, encourager la formation de journalistes d'investigation et créer des plateformes d'échange panafricaines sont des démarches concrètes. Le combat de Traoré dépasse la personne. C'est un appel à défendre l'intégrité, la souveraineté et à oser une transformation profonde du continent. Rester passif, c'est accepter la disparition de l'espoir d'un Burkina Faso, et plus largement d'une Afrique maître de leur sort. Le choix est clair, rester spectateur ou devenir acteur de cette histoire en marche. L'Afrique de demain dépendra de notre courage à défendre la vérité et à préserver le rêve d'indépendance. Mais alors comment ce réveil pourrait-il inspirer, demain, bien au-delà des frontières du Burkina Faso ? Ce souffle de résistance ne s'arrête pas au Burkina Faso. Il pourrait bien rallumer une flamme partout où l'Afrique cherche à se réinventer. Au Mali, au Niger, au Togo, les mouvements citoyens s'inspirent déjà des mesures prises à Ouagadougou. Des coalitions de la société civile émergent, réclamant plus de transparence, de justice sociale et de souveraineté économique. Le Burkina Faso devient ainsi un laboratoire, une source d'inspiration pour tout le continent. L'avenir du Burkina Faso, comme celui de l'Afrique entière, repose aujourd'hui sur notre lucidité et notre engagement. Face aux tempêtes extérieures, chaque geste d'indifférence serait une trahison envers tous ceux qui, depuis des générations, ont payé de leur vie pour la souveraineté. L'exemple du Rwanda post-génocide, qui a su mobiliser toute sa société pour reconstruire l'État, montre que le sursaut collectif est possible. Ce qui se joue ici dépasse de loin une simple lutte politique ou militaire. C'est un combat pour que l'Afrique décide elle-même, sans subir les diktats imposés depuis Paris, Washington ou d'autres capitales. Fermer les yeux, c'est accepter que nos peuples soient main condamnés à la soumission, à la pauvreté et au chaos. Dans l'histoire récente, les pays qui ont su reprendre en main leur destin, comme l'Éthiopie après la chute du régime d'Erg ou le Ghana après Rawlings, ont prouvé que la détermination d'un peuple peut renverser les rapports de force. La vigilance n'est plus un luxe, mais une obligation vitale. Le Burkina Faso l'a cruellement rappelé, la moindre faiblesse ouvre la porte à la manipulation, à la corruption, aux coups d'État téléguidés depuis l'étranger. Ceux qui trahissent de l'intérieur ne sont pas de simples adversaires. Ils servent de relais aux forces qui veulent maintenir l'Afrique à genoux. Nous n'avons plus le droit d'être spectateurs. Chacun doit assumer sa part, informer, résister à la propagande, refuser les mensonges, défendre l'indépendance. Ce combat n'appartient ni à un seul homme, ni à une élite, mais à un peuple tout entier, à une génération décidée à reprendre son avenir. Organiser des débats publics, soutenir l'éducation civique, promouvoir la participation politique des jeunes, voici quelques pistes pour bâtir une société résiliente. Notre silence serait complice. Notre éveil, à l'inverse, peut briser l'isolement des leaders courageux et prouver au monde que l'Afrique n'est plus un terrain de jeu, mais une force debout. L'indifférence aujourd'hui, c'est renoncer. Seule la vigilance collective garantit que le sacrifice des héros d'hier ne soit pas perdu. Pourtant, la mobilisation ne doit pas se limiter à l'indignation ou au discours. C'est dans nos actes quotidiens, dans la solidarité, la résistance à la désinformation et l'engagement concret que naît le vrai changement. Chaque victoire contre la soumission commence par une conscience populaire éveillée. Soutenir les petits producteurs locaux, boycotter les biens issus de l'exploitation étrangère, investir dans l'éducation, autant de gestes qui, répétés par des milliers de citoyens, changent la donne à long terme. Face au vent contraire, l'Afrique tient une chance historique. Repenser ses modèles, s'exprimer librement, tracer ses propres routes, ce réveil dépend de chacun d'entre nous. Soyons lucides, unis et intransigeants sur l'essentiel. Ce qui se joue, c'est l'âme même de notre continent. Laisser faire, c'est abandonner. Agir,